Dans l'épisode précédent, Kaougorvan est un pêcheur du Dourduf qui ne pêche jamais aucun poisson. Ses enfants ont faim et sa femme n'est pas contente. Elle le traite de tous les noms. Mais un jour, un soldat mystérieux lui propose un pacte, une pêche fructueuse qui le rendra riche contre son âme 7 ans plus tard. Kaougorvan est un pêcheur du Dourduf qui prend alors toujours beaucoup de poissons. Ses enfants sont contents et sa femme aussi. Mais les villageois trouvent ça suspect et l'accusent d'avoir pactisé avec le diable. Kaougorvan nie, mais le dernier de ses enfants, Mabik, s'inquiète vraiment pour son père et part à la rencontre de son oncle ermite dans la forêt du Kranou afin de chercher de l'aide. Les années passent, arrive l'échéance des 7 ans et Kaougorvan devient de plus en plus malade. Cité Légende Bretagne, bonjour! Un jour, le vieillard appela auprès de lui son fils aîné Robart et lui dit « Mon fils, vous pouvez mettre un terme à un mal qui est terrible, comme vous le voyez. Seriez-vous disposé à faire ce qu'il faut pour cela ?»« Oui, mon père, je suis prêt à tout ce qu'il me sera possible pour vous soulager. C'est le devoir d'un bon fils. Prenez connaissance de ce qui est là-dessus. » Et il lui donna le parchemin fatal signé de son sang. Robart le lut avec effroi, et le vieillard lui demanda encore « Voulez-vous faire ce voyage pour moi, mon fils ?»« Mon père, répondit Robart, je suis prêt à donner ma vie pour vous, mais non mon âme. » Kaougorvan poussa un profond soupir et dit « Descendez et dites à votre frère Fanche de venir auprès de moi. » Fanche monta à la chambre de son père, lut le parchemin et fit la même réponse que son frère. « Au moins, lui dit le vieillard, ne refuseras-tu pas d'aller trouver Mabik, qui est auprès de son oncle l'ermite, dans la forêt du Kranou, pour lui dire de venir me voir. Peut-être celui-là m'apportera-t-il quelque soulagement. »« Oui, mon père, je ferai volontiers ce voyage pour vous, et je pars à l'instant. » Fanche prit 2 chevaux dans l'écurie de son père et partit aussitôt à la recherche de son oncle l'ermite et de son plus jeune frère. Un jour que Mabik aiguisait son vieux couteau, selon son habitude, sur le galet qui était à la porte de l'ermitage, il fut étonné de voir venir vers lui un cavalier avec 2 chevaux dont il montait l'un. Quand le cavalier ne fut plus qu'à quelques pas de la hutte, il reconnut son frère Fanche. Il s'avança vers lui et dit « Est-ce toi mon frère Fanche ?»« Oui mon frère Mabik, c'est bien moi. »« Mais qu'est-ce qui t'amène ici mon frère ? Comment est notre père ?»« Hélas, bien mal, mon frère. » Et Fanche lui conta tout. « Te sens-tu le courage de faire ce voyage pour notre pauvre père, Mabik ?»« Oui, frère, je ferai volontiers ce voyage pour notre pauvre père. C'est notre oncle l'ermite qu'on s'en a mis accompagné. »« Où est notre oncle l'ermite ?»« Il prie en ce moment dans sa hutte. Il faut attendre qu'il ait fini. » Quand l'ermite eut fini de prier, ses 2 neveux allèrent à lui, et Mabik lui présenta Fanche et lui fit connaître le sujet de son voyage. Il ajouta « Je suis prête à faire ce que me demande mon père, si vous consentez à m'accompagner, mon oncle ?» Le vieillard, en apprenant la terrible nouvelle, poussa un profond soupir, leva les yeux et les mains au ciel, avec douleur, puis il dit « J'ai besoin de consulter le ciel, avant de prendre une détermination. Dans une affaire si grave, demain matin, je vous donnerai ma réponse. » L'ermite passa toute la nuit en prière et à consulter ses livres, et le lendemain matin, il dit à Mabik « Oui, mon enfant, je ferai avec toi ce redoutable voyage, et si tu veux m'obéir de tout point avec l'aide de Dieu, j'ai bon espoir que nous réussirons à sauver ton pauvre père. Mais partons immédiatement car il n'y a pas de temps à perdre. » L'ermite monta sur un des 2 chevaux et prit Mabik en croupe derrière lui. Fanche était seul sur l'autre cheval. Comme il cheminait ainsi, à travers la forêt, le vieillard demanda à Fanche « Regarde autour de toi, mon fils. Ne vois-tu rien d'extraordinaire ?»« Non, sûrement, mon oncle, » répondit Fanche. « C'est alors que tu ne marches pas dans la même voie que nous. Et toi, Mabik, ne vois-tu rien d'extraordinaire ? Regarde bien autour de toi. Je vois bien quelque chose, mon oncle, qui ne me paraît pas ordinaire. Que vois-tu, mon enfant ? Au milieu d'un buisson de coudriers, je vois une branche qui, différemment des autres, est dénudée de son écorce et s'élève, blanche et droite, comme un cierge. Tu es dans la bonne voie, mon enfant. Ton couteau coupe-t-il bien ? Je le crois, car je l'ai assez aiguisé pour cela. Eh bien, descends de cheval et va me couper cette branche. Mais il faut la couper d'un seul coup et net. » Mabik descendit de cheval, se dirigea vers le buisson et coupa facilement la branche désignée d'un seul coup de couteau. Puis il la présenta à l'ermite. « C'est bien, mon enfant, » lui dit celui-ci. « Maintenant, coupe encore cette baguette en 2 parties égales et conserve-les sous ton bras, car nous en aurons besoin plus tard. » Mabik fit ce que lui demandait son oncle, puis ils continuèrent leur route. Quand ils furent à environ une demi-lieue de Morlaix, l'ermite demanda encore à Fanche, qui marchait devant. « N'entends-tu rien d'extraordinaire, mon enfant ?»« Non, sûrement, mon oncle. C'est alors que tu ne marches pas dans la même voie que nous. Et toi, Mabik, n'entends-tu rien d'extraordinaire ?»« Si, mon oncle, répondit-il d'un air triste. Qu'entends-tu, mon enfant ? J'entends les cris de mon père sur son lit de douleur. Pressons le pas pour lui porter quelque soulagement. » Ils mirent alors leurs chevaux au galop et ne tardirent pas à arriver au Dourduf.
L'ermite dit à son frère en arrivant près de son lit. « Hélas, mon pauvre frère, dans quel état je vous trouve et dans quelle société ?» La chambre était toute pleine de diables hideux qui tourmentaient le vieux pêcheur. « Qu'on m'apporte, vite, un baquet d'eau et tout ce qu'il y a d'eau bénite dans la maison. » On apporta un baquet plein d'eau. L'ermite y versa une bouteille d'eau bénite, puis, prenant un balai, il le plongea dans le baquet et en aspergea toute la chambre. On entendit alors des cris étouffés, comme des bruits d'ailes dans la cheminée. C'étaient les diables qui se sauvaient par là. Aussitôt, le malade se trouva soulagé et il cessa de gémir et de crier. Le lendemain, au coucher du soleil, finissaient les 7 ans et au terme du pacte fatal, Kaur Gorvan devait se trouver un rendez-vous assigné pour se livrer au diable. Cette pensée l'effrayait et le rendait malade. L'ermite le rassura et lui dit que, grâce à ses prières et au dévouement de son fils Mabik, il était encore possible d'éviter un si grand malheur. Le saint homme donna alors ses instructions à Mabik et lui dit « Tu te rendras seul sur une barque jusqu'au rocher désigné. Tu emporteras les 2 baguettes de coudrier que tu as coupées dans la forêt du Kranou, ainsi qu'une pierre à feu, de l'amadou et un briquet. Arrivé au rocher, tu en feras 3 fois le tour sur ta barque en traçant 3 cercles sur sa base avec une de tes baguettes. À chaque tour, il s'y produira une marche dans la pierre. Alors, tu monteras au sommet du rocher, tu t'y assoiras et, prenant le silex, l'amadou et le briquet, tu tireras du feu et tu en approcheras tes 2 baguettes qui s'allumeront aussitôt comme 2 cierges. Tu les poseras debout sur le rocher, une de chaque côté de toi, puis tu attendras tranquillement. Bientôt après, tu entendras un grand bruit et tu verras arriver du côté du couchant un cavalier tout habillé de rouge et monté sur un beau cheval noir qui marchera sur l'eau comme sur la route la plus solide. Le cavalier s'approchera de toi, t'invitera à descendre et à monter en croupe derrière lui. Tu lui répondras que s'il veut t'avoir, il vienne te prendre. Il descendra de son cheval et voudra gravir le rocher. Mais dès qu'il aura mis le pied sur la première marche, il poussera un cri terrible et il remontera sur son cheval et partira au grand galop. Un instant après, arrivera un autre cavalier, avec 2 chevaux. Il te priera aussi de descendre du rocher et de monter sur le beau cheval qu'il aura amené exprès pour toi. Tu lui diras, comme au premier, de venir te prendre. Il montera jusqu'à la 2e marche, mais il ressentira aussi une telle douleur que, renonçant à monter plus haut, il s'en retournera comme le premier. Enfin viendra un beau carrosse attelé de 2 chevaux superbes. Le cocher te priera le plus poliment du monde de descendre et d'entrer dans ce carrosse que t'envoie son maître. Tu lui répondras, comme aux 2 autres, que tu es prêt à le suivre, mais qu'il faut qu'il vienne te prendre sur ton rocher. Il montera jusqu'à la 3e marche, mais ne pouvant aller plus loin, il s'en retournera aussi avec son carrosse en poussant des cris épouvantables. Alors tu seras sauvé. Tu pourras descendre de ton rocher. Tu me retrouveras sur le rivage où je resterai en prière jusqu'à ton retour. Fais exactement tout ce que je viens de te dire. Aie confiance en Dieu qui sera avec toi et tu délivreras ainsi ton père de la damnation éternelle. Mabik prit de l'eau bénite et se signa, comme doit le faire tout bon chrétien, en se mettant en voyage, puis il se dirigea vers le rivage de la mer, accompagné de son oncle l'ermite, qui dans le trajet lui faisait répéter ses recommandations pour qu'il n'oubliât rien. Ils s'embrassèrent avant de se quitter, puis le jeune homme, il avait à présent 17 ans, monta sur la barque et se dirigea vers le fatal rocher, pendant que le vieillard, à genoux sur la grève, priait, les mains jointes, les yeux tournés vers le ciel, immobile comme une statue de pierre. Mabik arrive au rocher, il en fait 3 fois le tour en traçant 3 cercles à sa base avec une de ses baguettes et les 3 marches s'y dessinent aussitôt. Il monte ensuite sur le sommet, allume ses 2 baguettes, les place debout sur la pierre, une de chaque côté de lui, comme 2 cierges, puis il attend avec confiance en voyant que tout se passait jusqu'alors comme lui avait prédit le vieil ermite. Bientôt, il entend le bruit des pieds d'un cheval lancé au grand galop. Et il voit venir à lui, du côté du couchant, un cavalier tout rouge et qui paraissait être au milieu des flammes, peut-être par l'effet du soleil couchant. Le cheval s'arrête au pied du rocher et le cavalier, ayant examiné Mabik, lui dit « Il me semble que tu n'es pas celui que je croyais trouver là. Je suis venu à la place de mon père si cela vous est égal. Après tout, le père ou le fils, peu m'importe, et une âme en vaut une autre. Allons, descends vite de là. Viens ici en croupe et partons, car on t'attend là-bas. » Je vous appartiens, je le reconnais, mais vous viendrez bien me prendre ici si vous tenez à m'avoir.
Le diable, qui se doutait qu'on voulait lui jouer quelques tours, en voyant les 3 marches dans le rocher et surtout les 2 cierges allumés, ne se souciait pas de descendre de son cheval et, le prenant sur un autre ton, « Il y a là-bas une grande fête, festin magnifique, musique, danse, le tout en ton honneur, et mon maître t'attend avec impatience. Hâte-toi donc de venir ici et partons vite. » Je suis vraiment touchée de tout ce que vous me dites, mais je vous le répète, si vous tenez à m'avoir à votre fête, vous viendrez bien me chercher jusqu'ici. Le cavalier rouge, impatienté, sauta sur la première marche, poussa un cri de douleur et ne pouvant aller plus loin, il remonta à cheval et partit en faisant un vacarme de diable. Pour abréger, il en fut de même pour le second diable, à cheval comme le premier, et le troisième avec son beau carrosse attelé de 2 chevaux superbes. C'était, dit-on, le diable boiteux, le plus malin de tous les diables. N'eut pas plus de succès que les 2 autres. Il alla jusqu'à la 3e marche, mais ne pouvant monter plus haut, il s'en retourna aussi, furieux et tempêtant. Dès lors, Mabic était sauvé. Il descendit du haut du rocher, posa ses 2 baguettes de coudrier sur l'avant du bateau en guise de cierge pour l'éclairer, car la nuit était venue, et se dirigea tout joyeux vers le rivage où l'attendaient l'ermite, son père, sa mère et ses 2 frères. Comme il allait ainsi tranquillement, poussé par une bonne brise et exempt désormais de tout souci, le géant Pharaüs, qui passait au-dessus de lui dans un nuage, l'aperçut. « Quel beau garçon !» s'écria-t-il. Et s'abaissant jusqu'au jeune homme, il l'enleva et l'emporta à son château, situé dans une île au milieu de la mer Rouge. Cependant, le bateau aborda au rivage. Quand on vit que Mabic n'y était pas, son père, sa mère et ses frères se mirent à pleurer et à pousser des cris de détresse. « Ne vous désolez pas tant, » leur dit l'ermite, « car je puis vous assurer que le diable ne le tient pas. Je sais où il est, et je retourne à mon ermitage pour prier Dieu afin qu'il se tire heureusement des épreuves qui l'attendent. » Et le vieillard prit son bâton et se remit en marche vers la forêt du Cranou. En arrivant au château de Pharaüs, Mabic fut émerveillé de tout ce qu'il y vit. Il soupa avec le géant qui ne lui parut pas un méchant géant, de sorte qu'il s'enhardit et lui demanda « Qu'aurais-je à faire ici tous les jours ?»« Soupons d'abord, » lui dit Pharaüs, « puis nous irons nous coucher, et demain matin, je te dirai cela. Mais sois tranquille à ce sujet, ton travail ne sera pas bien pénible. » Le lendemain matin, comme ils déjeunaient ensemble, Mabic demanda encore au géant « Qu'aurais-je à faire ici, maître ?»« Rien. Tu n'auras qu'à te promener, boire, manger, dormir à ton gré. Rien ne te manquera dans ce château. Il te suffira de former un désir, quel qu'il puisse être, pour qu'il soit aussitôt accompli. Seulement, je te recommande de ne toucher ni aux statues de marbre, ni aux animaux de pierre que tu verras en grand nombre dans la cour du château, ni à une ânesse qui est dans l'avenue. Autrement, tu serais toi-même changé à l'instant en statue de marbre ou en âne de pierre, et cela pour l'éternité. C'est la seule défense que j'ai à te faire. Promène-toi partout, dans le château, dans les jardins, dans le bois, jusqu'à la mer. Tu verras partout des choses merveilleuses. Je vais m'absenter pour un long voyage que j'ai à faire, et tu resteras seul pendant 1 an et 1 jour. C'est bien long, 1 an et 1 jour pour être toujours seul. Tu trouveras ici tant de belles choses et de merveilles de toutes sortes que le temps ne te paraîtra pas long. Mais je te le répète, ne touche à aucune des choses que je t'ai désignées, autrement j'arriverai à l'instant, quelque éloigné que je sois d'ici, et alors, malheur à toi. » Le géant fit signe à un nuage qui descendit aussitôt dans la cour du château. Il monta dessus et partit. Mabic, resté seul, regarda les statues de marbre et les animaux de pierre dont Pharaüs lui avait parlé. Et il y en avait un très grand nombre, dans des niches autour du château et autour de la cour. Il voulut commencer par vérifier si ce que le géant lui avait dit relativement au désir qu'il formerait n'était pas pour se moquer de lui. Il souhaita avoir du lard, des saucisses, du boudin, du bon cidre et du café. Et tout cela lui fut servi sur le champ par des mains invisibles. « C'est bien, » se dit-il. « Je crois que je ne m'ennuierai pas vite si cela continue ainsi. » Quand il eut mangé et bu à discrétion, il alla se promener dans l'avenue de grands chênes qui était devant le château. Il poussa jusqu'au bout de l'avenue et y vit une ânesse maigre, décharnée et couverte de boue séchée, comme si elle avait été roulée dans une mare. Devant elle était un fagot d'épines, en guise de foin. Il s'approcha et ne put s'empêcher de dire « Pauvre bête, à peine si tu peux te tenir sur tes jambes. Quelle faute si grande as-tu donc commise pour être traitée de la sorte ?»
Et, oubliant la recommandation du géant, il se mit à la caresser et à la débarrasser de la boue qui la souillait. Il remarqua que ses 2 oreilles se touchaient par les extrémités, et en regardant de plus près, il vit qu'elles étaient traversées par une grosse épingle. Il retira l'épingle, et aussitôt, l'ânesse devint une belle princesse, qui lui dit « Malheureux, qu'as-tu fait ? As-tu donc oublié si vite la recommandation du géant Pharaüs ? Il va arriver dans un moment, et tu seras changé en bête, comme moi, ou en chien de pierre, ou en statue de marbre. » Cependant, comme c'est la première fois que tu lui désobéis et qu'il t'aime beaucoup, peut-être te pardonnera-t-il. Mets-moi vite l'épingle dans les oreilles, comme devant, puis cours te mettre à genoux sur le seuil de la cour. Et quand le géant arrivera, demande-lui pardon, pleure, supplie et promets de ne plus lui désobéir. Je suis la fille du roi d'Écosse et j'ai été enlevée, comme toi, par Pharaüs et changée en ânesse pour lui avoir désobéi. S'il te pardonne, peut-être parviendrons-nous à sortir d'ici, et alors je t'emmènerai en Écosse, à la cour de mon père, et nous serons mariés ensemble. Mais replace vite l'épingle dans mes oreilles, car le géant arrive. Ne vois-tu pas ce nuage noir qui s'avance vers nous ? Il est là-dedans. Mabic remit l'épingle dans les oreilles de la princesse, qui redevint aussitôt ânesse. Puis il courut au château et s'agenouilla sur le seuil de la porte de la cour. Pharaüs y descendit au même moment de son nuage. « Pardon, maître, j'ai manqué, » dit le jeune homme en tendant vers lui ses mains suppliantes. « Oui, tu as manqué, et tu sais ce qui t'attend. Pardon, mon bon maître, pour la première fois, je ne vous désobéirai plus jamais. Je n'ai pas l'habitude de pardonner quand on me désobéit, mais comme tu es joli garçon et que tu me plais, je te pardonne pour cette fois. » Merci, maître, merci. Tu as interrompu mon voyage, mais j'y retourne à l'instant. Pour combien de temps, maître ? Revenez le plus vite possible. Pour 6 mois. C'est bien long, 6 mois. Donnez-moi au moins quelqu'un, homme ou femme, ou même un animal, pour me tenir société pendant votre absence, car autrement je mourrais d'ennui. Ici, on ne pourrait observer vos recommandations. Bon, je le veux bien. Tu trouveras à l'extrémité de l'avenue de Chêne une ânesse maigre et décharnée et dont les oreilles sont traversées par une épingle qui les réunit par les pointes. Tu retireras cette épingle et aussitôt l'ânesse deviendra une belle princesse. C'est la fille du roi d'Écosse qui a été punie ainsi de sa désobéissance. Tu pourras te promener et converser avec elle à loisir, mais sans jamais la toucher, même du bout des doigts. Autrement, j'arriverai à l'instant et alors, plus de pardon pour toi. Vous seriez changés tous les 2 en 2 chiens de pierre, un de chaque côté de la porte de la cour. Le géant remonta alors sur son nuage et partit. Mabic, de son côté, courut à l'ânesse. Il retira l'épingle de ses oreilles et la belle princesse reparut et lui dit « Cela va bien. Cherchons à présent les moyens de fuir d'ici et ne perdons pas de temps. Allons au cabinet de Pharaüs pour consulter ses livres de magie. Peut-être y trouverons-nous quelque part où réside sa vie, car c'est un corps sans âme et sa vie ne réside pas dans son corps. » Et les voilà de courir au cabinet du géant et de feuilleter avec ardeur les gros et les petits livres qui s'y trouvaient en grand nombre. Ils y voyaient des choses et apprenaient des secrets qui les faisaient trembler d'effroi et pâlir d'horreur. Mais ils ne trouvaient pas le livre qui renfermait le secret de la vie de Pharaüs. Après plusieurs jours de recherches vaines, ils finirent par découvrir un petit livre rouge sous un tas d'autres livres. C'était celui-là. « Nous sommes sauvés !» s'écrièrent-ils aussitôt. Ils apprirent dans ce petit livre que la vie du géant résidait dans un vieil arbre de buis qui était dans le jardin du château. Pour le tuer, il fallait abattre cet arbre et en couper la principale racine d'un seul coup de cognée, sans écorcher ni froisser trop rudement aucune des autres racines plus petites, sans quoi Pharaüs arriverait aussitôt et tout serait perdu. « C'est bien, se dirent-ils, la chose est difficile, mais nous avons 6 mois, moins quelques jours, pour dégager les racines de l'arbre de la terre qui les recouvre, et il faut espérer que cela nous suffira. Ne perdons pas de temps, toutefois. » Et ils se rendirent au jardin et reconnurent facilement l'arbre désigné dans le petit livre rouge. C'était un buis magnifique. Ses branches couvraient près d'un arpent de terre. « Pelle et pioche !» souhaita Mabic, et 2 pelles et 2 pioches furent rendues sur le champ auprès d'eux. Ils se mirent alors au travail avec ardeur. Ils commencèrent par ouvrir une tranchée profonde autour de l'arbre, assez loin du tronc pour ne point rencontrer de racines courantes. Quand ils eurent pratiqué cette tranchée, ils se rendirent suivant les instructions du petit livre rouge à un grand étang qui était au bas du jardin et dont les bords étaient parsemés de plumes d'oies et de cygnes. Ils en rapportèrent tous les 2 leur charge de ces plumes, et avec elles, ils se mirent à défaire la terre peu à peu, en avançant lentement vers le tronc de l'arbre et en évitant d'écorcher les petites racines. Travail long et ennuyeux, mais leur vie en dépendait.
La veille du jour où finissaient les 6 mois et où le géant devait revenir, le travail était terminé et après avoir enlevé toute la terre qui recouvrait les racines, ils en découvrirent une bien plus grosse que les autres qui plongeait en terre profondément et en droite ligne sous le tronc. C'était là la maîtresse racine où résidait la vie de Pharaüs. « Une bonne cognée bien aiguisée !» souhaita Mabik, et la cognée arriva sur le champ. Ôtant alors sa veste et retroussant les manches de sa chemise jusqu'au coude, Mabik réunit toutes ses forces et déchargea un coup vigoureux sur la racine. Il la trancha net et l'arbre tomba avec fracas. Au même moment, on entendit un bruit épouvantable dans l'air. Un grand nuage noir rasa le château, en renversa une aile et alla tomber dans la mer en faisant bouillonner l'eau. C'était le géant qui tombait dans le gouffre pour ne plus en ressortir. Il était mort. Alors, les statues de marbre qui étaient autour du château descendirent de leurs piédestaux et devinrent autant de princes, de princesses, de ducs, de barons qui vinrent remercier Mabik et la princesse d'Écosse. Puis ils partirent dans toutes les directions. De même des animaux de pierre qui étaient dans la cour et des oies et des cygnes qui étaient sur l'étang. C'étaient autant de personnages enchantés. La princesse d'Écosse, qui avait étudié les livres de magie du géant, dit alors à Mabik: « Ne perdons pas de temps et partons tout de suite pour votre pays afin de sauver votre père et votre mère, que le roi de Brest a condamné à mourir sur l'échafaud demain matin parce qu'ils sont accusés de vous avoir vendu au diable. » Et ils s'élevèrent tous les deux en l'air en se tenant par la taille et arrivèrent vite par ce chemin à Morlaix. Il était temps. L'échafaud était dressé sur la grande place et le père et la mère de Mabik montaient déjà à l'échelle quand nos 2 voyageurs descendirent du ciel au milieu de la foule ébahie. « Arrêtez !» cria aussitôt la princesse en s'adressant au bourreau et au juge. « Arrêtez ! Vous allez faire mourir 2 innocents. Voici leur fils, que le diable ne tient pas encore et qui sera bientôt mon mari. » Les 2 vieillards furent remis en liberté et ils se jetèrent dans les bras de leur fils en pleurant de joie. Tous les spectateurs en étaient émus. « Allons à présent en Écosse, à la cour de mon père, pour nous marier, » dit alors la princesse à Mabik. « Votre père, votre mère et vos frères viendront aussi avec nous. » Et ils montèrent tous dans un beau carrosse qui s'éleva en l'air et se dirigea vers l'Écosse, au grand étonnement des habitants de Morlaix. Mabik et la princesse furent mariés ensemble, et il y eut à cette occasion des festins et des fêtes magnifiques pendant 1 mois entier. Le vieil ermite, averti par un ange que Mabik était de retour dans son pays, sain et sauf, cessa alors seulement de prier et mourut de joie à cette nouvelle. Son âme alla tout droit au paradis. Puissions-nous y aller tous la rejoindre un jour. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas le commentaire, le like, le partage, l'abonnement. Ça permet ma visibilité. Et puis moi, ça m'encourage, ça me fait plaisir. Je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures bretonnes. Et en attendant, je vous dis, Kenavo Arvéchal!